Le Québec est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. On a notre propre vote, notre propre siège, puis nos propres politiques qui se distinguent de ceux du Canada. OK, c'est quand même... C'est pas rien. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment pas rien. On est membre associé à l'UNESCO et donc un siège des Nations Unies où c'est pas votant, mais on a un siège important. Puis d'ailleurs, récemment, mon collègue Mathieu Lacombe a eu une grande victoire au nom de la francophonie, qui est la découvrabilité. C'est quoi ouais, le mot spécial ben, en fait, si vous regardez dans le dictionnaire, vous n'allez pas trouver le mot découvrabilité parce que c'est tellement nouveau et récent, mais c'est totalement inventé au Québec, ce mot-là. Découvrabilité, ça veut dire la possibilité pour quelqu'un d'avoir accès sur les outils numériques à du contenu local dans sa langue. Et donc, de pouvoir découvrir, mettons, on rouvre Amazon Prime, mais de se faire présenter des œuvres québécois francophones pour pouvoir justement mettre de l'avant nos artistes et mettre devant nos œuvres créatives, devant le public qui voudrait le consommer. Mais au contraire, on nous fournit surtout des contenus américains basés sur les valeurs américaines et donc, on est noyé à l'intérieur de cet écosystème-là et malheureusement, pour nous, toutes les grandes plateformes de consommation ont tendance à être américaines et donc on cache le contenu très riche dans les autres langues, que ce soit en espagnol, en allemand, en français, en coréen. Moi, j'arrive d'un voyage en Corée et les Coréens nous disaient ça serait le fun, nous aussi, de mettre de l'avant notre contenu. Et donc, à cause de ce mouvement-là québécois, ben les pays des Nations Unies ont embarqué avec le Québec, sur le leadership du Québec, pour mettre de l'avant la découvrabilité, de mettre de l'avant les enjeux de sécuriser notre culture. Mais là, c'est bien parce que on a quand même une influence, finalement. Ben, plus qu'une influence. C'est ça. À beaucoup d'égards, on dicte la politique et on avance des dossiers, puis on joue dans la cour des grands. Et ça, c'est vraiment précieux. Je pense que peu de Québécois réalise à quel point le Québec rayonne à l'international et à quel point il tire son épingle du jeu malgré sa modeste taille et aussi, ça c'est le ministre qui parle, son modeste budget. Là, j'espère que le ministre des Finances m'écoute parce qu'on est en période budgétaire et j'aimerais ça avoir un rehaussement. Mais tout ça pour dire que malgré les sous relativement modestes qu'on met, on a un impact dans le monde pour faire avancer la cause de la francophonie. On est toujours avec le ministre Christopher Skeete au CSM 89.3 La Marge. Monsieur Skeete, je me transforme en voyante. J'ai une boule de cristal. On est en 2031. Comment aimeriez-vous que le Québec se positionne, mon Dieu, j'ai de la misère, dans le monde des affaires francophones? J'aimerais qu'on se positionne. Merci. J'aimerais ça qu'on se positionne. Moi, je chéris un rêve à l'Internet de la francophonie. Qui utilise l'économie, mais aussi le rapprochement. Imagine une ligne maritime de Montréal qui s'en va peut-être même au Nouveau-Brunswick, qui s'en va en France et après ça va dans le nord de l'Afrique, peut-être le Maroc, et revient. Imagine une ligne maritime où ce qu'on pourrait échanger des biens économiques, une ligne typiquement francophone, propriété francophone et qui fait des échanges commerciaux de biens entre pays et juridictions francophones. Ça serait un aspect très tangible. Puis quand on regarde, c'est pas nouveau cette idée-là. Le Commonwealth britannique est né justement des Anglais qui ont vu que le monde changeait et au lieu de disparaître, ont créé l'outil qui est le Commonwealth pour garder des liens avec les anciens États coloniaux et de se dire, mais gardons ensemble une relation d'affaires. Mais pourquoi pas un genre de Commonwealth francophone? Puis l'outil existe déjà, l'OIF. OK. Ah ouais. Mais là, pour les jeunes qui nous écoutent, toutes ces informations-là, comment, si on est intéressé à en savoir un petit peu plus, comment, où on peut aller trouver l'information? Est-ce que... Oui. Bien, c'est sûr que la première chose que je dirais aux jeunes, c'est faut persévérer à l'école. Faut pas lâcher. Parce que, puis là, j'ai un garçon en secondaire 1 cette année, puis moi, ce que je lui dis toujours, tu sais, c'est pas toujours facile pour lui, l'école, comme c'était pas facile pour moi. Puis ce que je lui dis toujours, c'est, le primaire, le secondaire, je sais que ça a l'air comme la chose la plus importante dans l'univers pour toi aujourd'hui. Mais dans 10 ans, là, ça va pas être aussi important dans ta vie. Puis si tu peux passer cette étape-là,
puis d'arriver au cégep, à l'université, c'est là que tu vas fréquenter un plus grand nombre de personnes qui partagent davantage les passions que tu peux avoir parce que tu vas être de plus en plus spécialisé dans les choses que tu aimes. Et donc, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est premièrement, il faut arriver à cette étape-là. Il faut arriver au cégep, puis on va voir que le monde s'ouvre à nous. Et après ça, de choisir des concentrations dans les sciences humaines qui nous amèneraient vers ces disciplines-là. Mais honnêtement, juste de lire un livre québécois, de consommer des médias québécoises, d'écouter la radio en français, de exiger dans nos applications qu'on soit servi en français. Chaque personne ne peut pas négliger son rôle individuel qu'il a plutôt pour protéger notre langue. Puis, on a cette fâcheuse tendance, ça c'est un petit aspect personnel, on a cette fâcheuse tendance au Québec de déléguer au gouvernement du Québec la seule responsabilité de protéger la langue. Le gouvernement fait ce qu'il peut, là. Mais honnêtement, on a tous un rôle à jouer pour protéger le fait français. Wow, c'est vraiment inspirant. Honnêtement, ça m'a donné un petit... Moi qui consomme, en toute honnêteté, qui consomme aussi tout ce qui est un petit peu anglophone, ça m'a donné... En tout cas, vous m'avez fait réfléchir pour mon futur aussi, fait que merci beaucoup. Vous avez grandi à Laval, mais vous êtes ministre responsable de la région, toute la liste que je venais de dire tantôt. Quand vous vous promenez dans la ville, est-ce qu'il y a des changements qui vous rendent fiers? Moi, je suis un typique Lavallois, là. Puis, tu sais, comme full 450. Un vrai, là. Un vrai, là. Moi, tu sais, moi, je suis le genre de gars, là, qui aime pas ça aller à Montréal. Moi, là, je fais tout moi, j'ai un cabinet à Montréal. OK. Puis, dans mon équipe, là, ils vont vous dire... Moi, mes rencontres, même ministérielles, je les fais dans mon bureau de comté parce que, comme les Lavallois, de plus en plus, je vis, je me divertis et je travaille à Laval. Et cette fierté lavalloise que j'ai rien contre Montréal, là, mais j'adore Laval. Puis, j'ai pas le goût de sortir de ma ville. Et de plus en plus, vous me demandez qu'est-ce qui me rend fier, c'est cette possibilité de vivre notre vie au complet à Laval. Et de pouvoir avoir des bons restos ici et de voir ma ville se développer, d'avoir un centre-ville, des cours universitaires, de voir un métro finalement qu'on a eu puis qu'on doit continuer à construire, puis de voir le développement. Je ne sais pas si vous voulez là, avoir une idée, là, mais juste de voir les tours qui se construisent. Mais chaque fois qu'il y a une tour là, de 10 étages, là, dites-vous, là, ça prend des milliers de personnes qui vivent là. Regardez, il y a combien de tours qui se construisent à Laval. C'est vraiment une ville dynamique. Et en tout cas, je suis très fier de ma ville. Et je suis tellement fier aussi de savoir qu'on est capable de grandir et les gens ont le goût de vivre ici. Et la qualité de vie, elle est extraordinaire ici. Puis, j'ajouterais la gouvernance. Quand je dis la gouvernance, je parle... on a 22 conseillers municipaux, un maire, une ville, une île, une MRC. À Montréal, c'est pas ça. C'est autre chose. On va rester poli, c'est pas ça. Puis ça veut dire, quand j'ai un dossier important à discuter, mais je peux avoir le directeur général du centre scolaire, la PDG du CIS pour la santé, monsieur le maire et moi. Puis à 4 personnes, on est capable de parler sur 75% du budget du Québec. C'est quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et ça vous donne une idée à quel point notre agilité de gouvernance nous permet de faire des vrais gains pour le Québec. Puis pour Laval. Tantôt, vous avez parlé de tours, on parle de logement, depuis, vous savez, les déménagements et tout, on est bientôt dans cette ère-là. Justement, il y avait le projet du 605 qui a été inauguré en décembre, si je me trompe pas. Comment ça se passe? Bien, ça progresse, okay. Ça avance. La tour est en construction, mais chose importante à savoir, c'est avec toutes les discussions qu'on a eues au Québec par rapport au logement, ouais. Puis je pense que notre maire mérite un certain crédit aussi. C'est à Laval où on se construit le plus d'appartements locatifs. C'est en partie monsieur le maire qui a mis de l'avant des initiatives pour accélérer le traitement des permis. C'est aussi le gouvernement du Québec qui a accéléré l'émission des maisons et des HLM et tout ça pour accélérer ça. Mais le résultat net,
c'est qu'on a plus de maisons à logement ici, en construction, qu'à Montréal, là. Puis Montréal est 3-4 fois notre taille, là. Fait que je pense que les choses vont bien à ce niveau-là, mais ça veut pas dire qu'il y en a assez, puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas des défis. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'à cause de notre gouvernance, on est capable de faire des choses un peu différemment à Laval et ça fonctionne. Fait que je le dis tout le temps à chaque émission, finalement, c'est comme un village. Écoute, le plus beau cadeau qu'on s'est fait à Laval il y a plus de 60 ans, c'est la fusion de nos 14 municipalités pour créer une entité. Et notre maire, c'est le préfet, c'est le maire, c'est facile à gérer Laval. C'est pas facile. Mais je vous dis, en termes d'organisation administrative, c'est très agile et c'est très facile quand on se compare aux autres, d'arriver à des décisions et de faire avancer la cause de nos citoyens. Et c'est en partie à cause de notre organisation qui est plus agile. Pour les jeunes issus de la diversité qui nous écoutent, aujourd'hui, oh mon Dieu, comment je pourrais dire? Parce que c'est quand même une question sensible pour moi. Qu'est-ce qui leur montre aujourd'hui, justement, que le Québec prend réellement la lutte contre le racisme au sérieux? Bien, il y a deux choses qui me guident à titre de ministre responsable de la lutte contre le racisme. La première chose, puis je dois vous dire, étant moi-même une personne afrodescendante, c'est pas facile d'être responsable de la lutte au racisme parce que j'ai toujours cette impression que je déçois ou que j'en fais pas assez. Et c'est énormément de pression sur le plan personnel. Et moi, mon étoile du Nord dans ce dossier-là, c'est est-ce que je rends la vie meilleure pour les petits Christopher Skeet de demain? Ouais. Je me dis, moi, quand j'avais 7 ans, là, puis je me faisais traiter de tous les noms, là, est-ce que j'ai agi aujourd'hui dans ce dossier-là pour améliorer la vie de lui à l'avenir? Est-ce que demain, il va continuer à avoir du racisme? Absolument. Est-ce qu'on va tout éliminer le racisme parce qu'on a un ministre responsable de la lutte au racisme? Non. Et donc, je me dis, mon travail au quotidien, c'est d'améliorer les choses et de laisser la place en meilleur état que je l'ai reçu. Et à ce titre, je suis très fier de dire que notre gouvernement est le premier gouvernement à avoir créé un ministre de la lutte contre le racisme. Ça n'existait pas avant M. Legault. Je vous dirais qu'il n'y a jamais eu autant de représentativité à l'Assemblée nationale en termes de minorités visibles. Je vous dirais que sur les 6 ministres afrodescendants de l'histoire du Québec, 3 ont été nommés par François Legault, incluant moi. Et Mme Giraud, Nadine Giraud, mon amie, qui a été le visage du Québec à l'international. Quand on rentre dans un de nos 34 bureaux à l'international, on voyait Nadine Giraud, une femme noire, à côté du portrait de François Legault, et tout le monde savait que c'était elle la ministre. Aujourd'hui, ça me choque encore. Quand je rentre dans un bureau du Québec à l'étranger, je vois ma face. Jamais le petit Christopher Skeet de 7 ans aurait pu réaliser qu'un jour, il serait élu et que son visage rayonnerait à travers la planète dans un bureau du gouvernement. C'est vraiment au-delà de mes attentes comme jeune. Et donc, l'autre chose que les jeunes doivent se souvenir, c'est autant qu'il y a du travail à faire et qu'il y a un travail beaucoup inachevé, on part de loin. Et ça aussi, il faut le célébrer. Et sans être complaisant pour l'avenir. Et donc, je célèbre les journées et je tente de faire du mieux que je peux à l'intérieur de le temps que j'ai et les opportunités que j'ai. Vous l'avez dit, Christopher Skeet, de 7 ans. Et ça arrive souvent avec les jeunes que nous rencontrons avec l'école Fait du bruit dans les écoles, issus de la diversité, de trying to find mediums pour s'exprimer et trouver une façon à être entendu aussi. C'est quoi votre avis à les jeunes dans les écoles primaires aussi, les écoles secondaires, qui pensaient personne les écoute? Ils écoutent. C'est sûr que moi, plus jeune, j'ai vécu beaucoup de doutes par rapport à mon identité. Moi, ma mère, elle est blanche francophone. Mon père est noir, immigrant anglophone. Et donc, j'ai toujours vécu entre deux univers. J'ai vécu, mettons, le référendum de 95
Le nouveau chum de ma mère, mais lui, c'était un souverainiste. Fait qu'à la maison, c'était oui, 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 oui. Puis à l'école anglaise, c'était la peur et l'appréhension. De l'autre côté, je me faisais traiter de beaucoup de noms pas le fun, notamment le mot en haine. Et puis, je me disais, puis je regardais ma mère blanche, puis je disais, mais pourtant, si j'étais comme toi, maman, j'aurais pas ce problème-là. Fait que de vivre ces moments-là, c'était jamais facile. Mais l'ironie de tout ça, c'est que aujourd'hui, cette dualité-là me sert très bien. Et ça m'a outillé pour les défis d'aujourd'hui. Un exemple, je suis le ministre responsable de la francophonie à l'international, mais je suis aussi le ministre responsable des Québécois d'expression anglaise. Je réussis à naviguer ce qui, pour certains, serait un conflit d'identité avec aisance parce que les deux sont différents et peuvent vivre ensemble. Aujourd'hui, je suis capable de comprendre et d'expliquer à mes amis qui sont pas afrodescendants, qui sont pas minorités visibles, parce que j'ai vécu avec une maman blanche, je suis capable d'expliquer un peu à ces gens-là et de faire le pont entre ces attitudes-là avec des personnes qui sont afrodescendantes. Et donc, ce qui a été source d'énormément de douleur pour moi dans ma jeunesse me rend la vie profondément facile aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Je reviens au mot le plus central qui me définit et qui est la raison pour laquelle on pourrait dire j'ai réussi, c'est la persévérance. La seule chose que j'ai pas fait, c'est lâcher. Que ça soit les difficultés à l'école. Moi, j'ai redoublé la 2e année. J'ai failli redoubler la 6e. Ça m'a pris 10 ans à faire mon bac. J'ai fait mon MBA il y a 5 ans maintenant. J'ai coulé 2 cours. Puis ça m'a pris 4 ans au lieu de 2. L'école, c'était jamais facile pour moi. Mais la seule raison que j'ai des diplômes, c'est parce que je lâchais pas. Et donc, le conseil que je donnerais aux jeunes aujourd'hui, c'est arrête pas. Il s'arrive pour beaucoup de jeunes et beaucoup des adultes, c'est un moment où tous les défis, comme moi, avec les défis scolaires et tout ça, il devient que there's a switch. It becomes superpower. It become tools that you can use to succeed. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ces moments qui peuvent définir leur vie. Ouais. Mais évidemment, from what I hear, ça arrive aussi avec... je suis pas spécial. Je suis pas un parcours. Ah, tu sais, ouais, ben lui, c'est lui, puis moi, c'est moi, là, puis c'est différent. Moi, ma mère, elle est décédée à l'âge de 16 ans. J'ai vécu sur le bien-être social. Je rouvrais le frigidaire, il n'y avait pas de nourriture. Moi, je me souviens d'une jeunesse qui était empreinte de difficultés. Et malgré ces difficultés-là, j'ai pas réussi parce que je suis spécial. Il y a 2 choses qui m'ont aidé. La première, c'est la persévérance. J'ai jamais lâché. Et l'autre, c'est, malgré les défis, j'ai jamais conclu dans ma tête à moi que mes difficultés scolaires ou les difficultés que j'avais étaient parce que j'étais moins que. Tu sais, moi, je disais toujours, la ligne, c'est « Ah, je suis pas bon à l'école, mais je suis bon dans plein d'autres choses. » Mais si tu te définis par tes échecs à l'école, parce que ça se peut que tu sois pas bon à l'école, mais ça se peut aussi que tu es bon à plein d'autres choses. Ou peut-être on t'enseigne pas de la manière que tu apprends. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on m'enseigne... C'est pas que je suis niaiseux, c'est qu'on m'enseigne pas la manière que j'apprends. Et donc, moi, je dois m'adapter au contenu, en plus d'apprendre le contenu. Et donc, c'est pour ça que c'est plus difficile pour moi. Mais j'ai jamais conclu que j'étais épais, là, ou que j'étais pas intelligent. Et donc, ça, une fois que tu te dis, mais je suis pas cave, ben ça doit être autre chose, puis donc, j'ai juste à pas lâcher. C'est cette combinaison-là de traits de personnalité, je pense, a fait la différence dans mon cas. Mais il y a plein de jeunes aujourd'hui là, que je vois qui sont très capables là, de réussir, très capables de passer à autre chose et d'aller chercher tout le potentiel qu'ils ont. C'est pas tout le monde là, qui devrait aller à l'université. Notre société impose cette norme-là sur tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est quoi les pénuries?
Il nous manque des électriciens, il nous manque des plombiers, il nous manque des gens qui sont capables de soudre. C'est ça, l'argent est là. Il y a des mécaniciens qu'on a besoin pour nos autos, puis on a besoin des gens pour aider à régler nos problèmes d'air climatiseur. Mais les philosophes dans le monde puis les avocats sont pas capables de régler ça. Fait que c'est pas parce que tu ne fites pas dans le moule qu'on voit à la télé ou qu'on entend dans l'écosphère publique qu'on peut pas trouver notre place. Puis la seule chose qui reste après ça, c'est de pas lâcher. Merci beaucoup, M. Skeet, d'avoir été avec nous. C'est vraiment un privilège, un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.